Je vais te partager. Oui, bonjour à tous. Florent, je te laisse peut-être partager ton écran si tu veux. D'accord, OK. Ouais. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on voit mon écran partagé? On doit normalement avoir une page toute blanche. C'est ça, c'est ça. D'accord, OK. Bon, je pense qu'on va démarrer. On a déjà une quinzaine de personnes connectées. OK. Donc, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce premier webinaire des Africa Innovation Awards 2026. Merci sincèrement vraiment d'être présent ce soir, entrepreneurs, innovateurs, étudiants, partenaires, acteurs de l'écosystème de plusieurs pays d'Afrique. Donc, les Africa Innovation Awards ont été créés avec une ambition claire. Il s'agit d'identifier, de valoriser et de connecter les innovateurs qui transforment réellement nos économies et nos sociétés. Donc, la grande finale se tiendra à Dakar les 11 et 12 mai 2026 et réunira des innovateurs, des investisseurs, des décideurs à l'échelle continentale. Donc, pour en savoir plus et vous inscrire surtout à la finale, vous pouvez visiter le site officiel africainnovationawards.com où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires et vous inscrire naturellement pour participer à la finale. Mais avant la scène et les trophées, il y a une étape essentielle. Clarifier ce que signifie vraiment innover et c'est tout le sens de cette série de webinaires. Donc aujourd'hui, nous lançons ce premier épisode autour d'un thème fondamental. Définir l'innovation, mythe ou transformation réelle. À une époque où tout le monde parle d'innovation, nous voulons poser une question simple, mais essentielle. Qu'est-ce qui fait qu'un projet est réellement innovant? Est-ce une idée? Est-ce une technologie? Ou une transformation mesurable d'un système? Ce soir donc, nous allons approfondir cette réflexion avec un intervenant d'exception. Nous avons le plaisir d'accueillir Florent Usan, CEO de Managing Partner de B&Co et directeur de l'innovation également, qui partagera son regard stratégique et concret surtout sur ce sujet. Merci encore pour votre présence. Donc, nous allons passer la parole à Monsieur Usan, qui va présenter jusqu'à 40-45 minutes. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez intervenir à la fin, il y a un bouton Question and Q&A sur la barre que vous pourrez utiliser pour poser vos questions. Et à la fin, vous aurez aussi l'opportunité de prendre la parole pour justement interagir avec cet expert. Merci encore, Yusan. Merci encore à toutes les personnes qui sont connectées pour suivre ce webinaire. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Ndeyawa. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, merci pour cette opportunité que vous m'accordez. Encore une fois, de discuter d'un sujet qui me passionne. Donc, parler d'innovation et redéfinir l'innovation,
C'est un très gros sujet, on peut en faire une thèse d'ailleurs. Et je me ferai en tout cas cette belle opportunité d'aller rapidement dans quelques éléments très précis et après, on pourra échanger avec des questions au fur et à mesure. Alors, quand on parle d'innover dans un continent comme l'Afrique, je pense qu'il faut tout de suite aborder le sujet de la contrainte. Donc, vous verrez par exemple que la première page de ma présentation est toute blanche pour une raison toute simple. Je ne, je ne suis pas en train de faire un cours magistral. J'ouvre un cahier où chacun de nous doit écrire et réécrire sa définition de l'innovation. Et je donnerai quelques éléments très précis qui permettront à chacun de s'interroger et de se dire, OK, j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir donner une définition à l'innovation. Et quand on parle de l'Afrique, on parle de contraintes surtout. Donc, je me suis accordé une contrainte lors de cette présentation. Je ne vais utiliser que des images d'illustration, pas de tests. Je vais utiliser peut-être 3 lettres à un moment donné, 2 ou 3 nombres à un moment donné, mais je resterai dans une définition avec des images d'illustration pour m'accorder une contrainte, pas de test, pas de paragraphe. Restons juste connectés sur des images et accordons-nous cette chance de redéfinir l'innovation. Le premier élément que je vais vous présenter, c'est cette image. Alors, cette image illustre parfaitement ce qu'on pense de l'Afrique, ce que beaucoup de personnes pensent de l'Afrique. L'Afrique comme étant le continent sur lequel il n'y a que des problèmes, l'Afrique étant le continent sur lequel il n'y a que des difficultés, des famines, des maladies, des guerres. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce qu'on croit justement en une autre vision de ce continent, un continent des possibles, un continent sur lequel il y a des gens, des femmes et des hommes qui aujourd'hui essayent de redéfinir leur quotidien. On n'est plus sur ce continent sur lequel tout le monde pensait qu'il n'y avait que la famine et des guerres, mais on se réunit aujourd'hui autour d'un continent que moi j'appelle le carrefour des possibles. C'est vraiment ce continent qui nous donne cette opportunité de redéfinir ce que nous appelons notre quotidien et de redéfinir ce que nous voulons faire de notre futur. J'irai très rapidement sur les définitions et on pourra en fait, avec des questions, je pourrais revenir sur des aspects très précis. Alors, on a très souvent des discours sur le manque qui existe en Afrique. On recherche toujours des solutions et on a appris en fait à aborder notre quotidien avec le manque, avec toujours des questions sur ce que nous vivons, avec nos villes et nos villages qui manquent de structures, qui manquent de projets peut-être. Mais laissez-moi vous dire que aujourd'hui, il y a des initiatives et des solutions qui redéfinissent le quotidien de nos villes et de nos villages. Et c'est aussi le quotidien de nos populations que nous sommes en train de changer. Alors, quand on parle d'innovation, qu'est-ce qu'il faut aborder? Le premier élément que moi, je vais vous donner comme aperçu, c'est de constater qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est vrai qu'on présente beaucoup trop de difficultés, mais il y a aussi des solutions digitales, des jeunes qui innovent dans leur coin, qui créent des choses, qui illustrent des solutions, qui essaient de résoudre des problèmes. Et ils vont très loin, ils essaient de réconcilier le quotidien de nos populations avec ce qu'on souhaiterait avoir comme futur, mais surtout un futur très proche. Donc, avant de continuer, moi, je vais vous donner un aspect très simple. Je vais vous inviter à définir avec moi 2 termes. Le premier thème, c'est la créativité. Le deuxième thème, c'est l'innovation. Alors, lorsqu'on voudra définir la créativité, je ne veux pas qu'on rentre dans des définitions académiques.
ne rentrons pas dans des définitions trop compliquées. Essayons de se donner cette opportunité d'une définition toute simple qui nous amène à réajuster et à restructurer notre approche. Alors, je vous invite à partager avec moi cette définition de la créativité. C'est notre capacité à changer de perception. La créativité étant notre capacité à changer de perception. Notre capacité à changer de perception, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire comment est-ce que nous regardons désormais les problèmes que nous voyons, comment nous regardons les difficultés que nous voyons et comment nous appréhendons ces problèmes et ces difficultés. Première définition, la créativité, notre capacité à changer de perception. Je reviendrai tout à l'heure sur deux petites illustrations qui permettront en fait de bien apprécier cette définition. Et la deuxième définition que je vais vous donner, c'est l'innovation. Alors, aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de définitions académiques de l'innovation. Voilà, les définitions vont dans tous les sens et chacun définit en fonction de son approche et de ce qu'il souhaite faire. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une définition vraiment très simple de l'innovation. Notre capacité à changer le quotidien de nos populations, de nos utilisateurs. Cette définition de l'innovation met en avant l'utilisateur final ou par exemple le client, pour ceux qui voudront se lancer dans des produits d'innovation qu'ils définiront sur des marchés. Donc cette définition s'attache et à l'utilisateur et au client et à la population. Donc c'est notre capacité à changer le quotidien de nos populations. Alors, vu ces deux définitions, si aujourd'hui vous créez, selon vous, un produit, une application, une technologie, et que cette technologie ne change pas le quotidien des utilisateurs ou le quotidien de nos populations, vous aurez tout fait sauf de l'innovation. Parce que vous n'aurez pas changé le quotidien, vous n'aurez pas changé la réalité de cette population qui va utiliser désormais votre solution, votre application ou ce que vous appellerez innovation. Alors, lorsqu'on regarde cette définition, ce qu'on perçoit tout de suite, c'est une dimension très simple. L'innovation, dans cette définition, doit s'adapter aux réalités de l'utilisateur, aux réalités de la population et doit aussi s'adopter par cette population et par ses utilisateurs. Donc, pour faire simple, on dira que l'innovation s'adapte et s'adopte. Donc, vous pouvez créer une application, une technologie. OK, cette technologie, elle est super intéressante, mais elle n'a aucune adhésion au niveau des utilisateurs. Elle ne change pas le quotidien des utilisateurs et cette technologie non plus n'est pas adoptée par cette population. Pour moi, vous êtes en train de passer à côté de ce qui devait être une innovation. Alors, lorsque je regarde ces deux définitions, je vais vous inviter à, par exemple, redéfinir ces deux termes que je viens de vous donner sur quelques éléments de l'histoire. Alors, pendant un atelier de brainstorming, on demande à une équipe de BIC qu'est-ce que nous allons créer, comment nous devons innover et qu'est-ce que nous devons créer. Alors, toutes les propositions vont dans tous les sens. On demande à créer un stylo de 7 couleurs. OK, très bien. On demande à créer un stylo effaçable. OK, très bien. Et il y a quelqu'un qui dit, et si on créait un rasoir? Alors, tout le monde le regarde et on lui dit, OK, Jean-Pierre, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que tu n'es pas un peu malade? Parce que tout le monde parle de bic, tout le monde parle de stylo, tout le monde parle
d'un élément, d'un objet qu'il faut prendre pour écrire. Et notre ami Jean-Pierre, il parle d'un rasoir. Alors tout le monde se pose la question. Alors on lui demande, mais pourquoi est-ce que tu parles de rasoir? Il dit, ben, on a l'habitude de concevoir des stylos. Et pour moi, ce sont des éléments qu'on vend très rapidement à une caisse et ce sont des éléments jetables, des objets jetables. Alors, et si on vendait des rasoirs, c'est pareil, les rasoirs, on peut les vendre juste au niveau d'une caisse et puis c'est un élément jetable. On l'utilise et puis on le jette. Alors, tout le monde a compris la perception qu'il avait désormais du métier de BIC. Je ne vais pas aller très loin, tout le monde sait aujourd'hui qu'est-ce que cette idée a donné sur le marché en termes de rasoir. Alors, on a aussi un exemple très intéressant. La Poste qui décide, par exemple, d'innover et de changer sa manière de présenter des produits. Alors, quelqu'un dit, et si on créait une application qui nous permettra de mettre en relation des vieillards qui se trouvent dans des maisons de retraite et des médecins. Tout le monde le regarde, on lui dit, mon cher ami, on vend des timbres et on distribue des courriers. Et il dit, oui, mais notre métier, c'est aussi de mettre deux personnes en connexion. Notre métier, c'est de mettre deux personnes en connexion ou deux entités en connexion. Les courriers que nous distribuons partent d'un point A pour arriver à un point B. Et les timbres que nous vendons, c'est pour permettre à ces courriers de passer du point A au point B. Et si notre rôle, c'est vraiment de mettre les gens en relation, pourquoi est-ce qu'on ne créait pas une application qui permette à des personnes du troisième âge de remonter des constantes vers le médecin? Et c'est comme ça qu'ils ont développé une application, embauché des infirmières qui collectent des constantes et les remontent directement via une application que le médecin traitant utilise. Alors, je vous donne ces deux exemples et en même temps, je vous invite à vous poser la question, pourquoi TF1, qui a l'habitude de faire des capsules vidéo, des extraits du JT de 20 heures depuis plusieurs années, n'a pas créé YouTube? Pourquoi aujourd'hui, tout le monde se pose la question, est-ce que j'ai encore la possibilité d'acheter un téléphone BlackBerry? Pour la simple raison que les BlackBerry n'existent plus sur le marché comme on avait l'habitude de voir. Tout le monde connaît Visa, tout le monde connaît Mastercard. Comment se fait-il que Visa et Mastercard n'ont pas pensé à créer PayPal? Parce que c'est juste une question de perception. Comment on perçoit notre métier ou bien comment on perçoit notre mission? Je vais mettre ici, je pense que ce sont les trois lettres qu'il y a, je pense, dans cette présentation. Vous avez ici deux images, à gauche et à droite. Vous avez une série de symboles à l'horizontale et vous avez une série de symboles de manière verticale. Alors, à gauche, en vertical, je peux lire A, B et C. Je sais que certains ont aussi lu A, B et C. À l'horizontale, je peux lire 12, 13, 14. Et je sais que certains parmi vous ont aussi lu 12, 13, 14. Je sais qu'il y a des exceptions dans la perception. Mais quand vous regardez à la verticale, ce que j'ai appelé B, c'est la même chose que vous avez à l'horizontale et que j'ai appelé 13. J'ai dit B parce que ce symbole est encadré par A et C. À l'horizontale, j'ai dit 13 parce que ce symbole est encadré par 12 et 13. Voici le biais
qui détruit la créativité dans nos entreprises, dans notre société. L'environnement. Comment on a toujours vu et perçu notre environnement? Et le jour qu'on demande à quelqu'un de lire A, 13 et C, tout le monde va le regarder et lui demander « Est-ce que tu vas bien ?» Le jour où on demandera à quelqu'un de lire 12, B et 13, tout le monde regardera et on lui posera la question « Est-ce que tu vas bien ?» Voici l'exercice que nous devons faire lorsqu'on parle de créativité et lorsqu'on parle d'innovation. Dans l'innovation, il y a une chose très intéressante que moi j'apprécie énormément, qu'on appelle la dissociation. Alors, à un moment donné, cette image a été une innovation, mais avant que cette innovation n'existe, il y avait une planche, il y avait le voile. Et quelqu'un a décidé d'associer ces deux éléments pour en faire ce que vous connaissez. Et c'est devenu une innovation. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Il y a un exemple très intéressant que j'apprécie énormément. Vous voyez dans cette image, il y a un train qui est vraiment bondé. Alors, dans ce train, vous avez des milliers de passagers qui ne payent pas de ticket. Mais toutes ces personnes achètent le ticket de tombola parce qu'ils jouent tous à ce jeu de hasard. Donc, personne ne prend un ticket pour le train, mais tout le monde prend un ticket de tombola. Alors, l'équipe de cette société a décidé d'imprimer les tickets de tombola à l'arrière du ticket de train. Donc, ça veut dire désormais, vous prenez un ticket de train et c'est en même temps votre ticket de tombola. Et on change le slogan de cette compagnie et on vous dit désormais empruntez le voyage de la chance. Et les ventes de tickets de cette compagnie ont explosé. Mais c'est une illustration parfaite de la dissociation. On utilise deux objets existants, on décide de changer de perception sur ces deux objets et on les associe pour créer un produit ou un service ou une technologie ou peu importe une application. Et on crée ce qu'on appelle la dissociation et ça crée une innovation parce qu'elle est désormais adoptée par les utilisateurs et elle est même adaptée à leur réalité. Donc, on ne crée pas cette chose de manière contextuelle. Je veux aussi vous inviter à regarder ce paradoxe du costume. J'adore ce paradoxe. Dans une société, le costume représente, en fait, voilà, celui qui est correct, celui qui est crédible, celui qui inspire confiance. Mais dans une autre société, on se pose des questions. Ce monsieur qui est en costume, est-ce qu'il fait partie de notre société? Est-ce qu'il connaît les codes de notre culture? Est-ce que je peux faire confiance en cette personne? C'est la perception. Comment on perçoit une réalité qui diffère d'une culture à une autre. C'est le début pour moi de toute innovation. C'est le début du changement de perception et décider de regarder un problème, une difficulté, une situation autrement et créer une chose qui soit adaptée à nos réalités. En même temps qu'on se pose des questions sur le monsieur qui est en costume, dans nos marchés, il y a quelqu'un, je pense certains ont déjà vécu ça dans leur pays, quel que soit où vous êtes, en tout cas si vous êtes en Afrique, vous avez déjà vécu ça. Quelqu'un qui passe dans les marchés, à qui toute la population fait confiance et il collecte un certain montant auprès de tous les marchands. Chaque jour, il note dans un cahier et à la fin du mois, il vient reverser cette épargne déguisée des commerçants. C'est après un peu le même principe que la tontine. Mais ce monsieur, il n'est pas en costume. Il est habillé comme ceux qui sont dans le marché et tout le monde a confiance en lui. Alors qu'en réalité,
c'est même pas une structure légalement constituée, mais c'est quelqu'un qui est dans la société, qui inspire confiance et à qui l'on remet de l'argent pendant 30 jours et on récupère cette somme un jour après pour éventuellement constituer une épargne pendant ces 30 jours. Je vous invite là à regarder des éléments qui vont créer toute la différence. Et aujourd'hui, quand on parle d'innovation, il faut changer de perception et décider, par exemple, de changer chacune de nos difficultés en opportunités et trouver des solutions. Cela fait aujourd'hui 20 ans que je défends un concept. Chaque problème d'un Africain est une idée d'entreprise. Parce que si vous arrivez à résoudre le problème d'un seul Africain, vous pourrez résoudre le problème de 2 personnes, de 3 personnes, et du coup résoudre le même problème pour toute votre communauté et en faire une entreprise. Si on arrive à résoudre un problème, des gens sont prêts à payer de l'argent pour résoudre ce problème. C'est pourquoi on arrive très souvent dans nos sociétés à trouver des solutions vraiment très simples pour chacun de nos problèmes. Alors, on me pose très souvent la question, mais est-ce qu'une innovation peut être instantanée? Ma perception, c'est non. D'ailleurs, si vous lancez un produit et que vous êtes fier de votre produit, c'est que vous l'avez lancé trop tard. La seule chose qui est capable de donner une définition cohérente à votre produit, à votre application, à votre solution, comme étant une innovation, c'est le terrain. Donc, très tôt, engagez votre solution, engagez votre idée que vous avez conceptualisée sur un terrain d'usage. Ce sont les usages qui vont redéfinir votre solution ou votre application ou la technologie que vous déployez. Tant que l'utilisateur n'est pas rentré en contact avec votre produit, vous ne pouvez pas dire que c'est une innovation. Même si c'est la technologie la plus efficace au monde, même si c'est la technologie qui vient révolutionner tout, mais la révolution se trouve dans les usages. Ceci dit, je vais vous inviter à faire une petite réflexion avec moi. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde reçoit un SMS sur son téléphone. Lorsque vous allez à la banque, vous recevez un SMS. Lorsque vous faites un retrait sur votre compte bancaire, vous recevez un SMS. Lorsque vous allez dans une communauté et que vous avez besoin d'informations, vous recevez un SMS. Lorsque vous êtes dans un marché, vous pouvez recevoir un SMS. Lorsque vous êtes malade, vous pouvez recevoir un SMS pour vous rappeler votre traitement. Lorsque vous devez faire des vaccins, vous pouvez recevoir des SMS. Cette technologie très simple, qui n'a réellement pas servi dans d'autres géographies en Afrique, a été une innovation. Parce que des femmes enceintes ont réussi à suivre leur grossesse par SMS. Certains médicaments, aujourd'hui, sont contrôlés juste avec un SMS. J'aime bien cette innovation très simple au Ghana qui permet à n'importe qui d'acheter un médicament et d'envoyer juste le code qui se trouve derrière le paquet du médicament par SMS et de recevoir automatiquement un message qui vous dit si ce médicament est authentique ou pas. Le SMS a changé le quotidien des populations. Aujourd'hui, on a même transformé les pratiques de la banque traditionnelle en utilisant du SMS. Et cela pendant très longtemps. Le SMS intervient dans l'agriculture. Pour moi, c'est une technologie qui s'est adaptée à nos réalités et qui a été adoptée par la population. Des malades atteints de tuberculose suivent leur traitement avec des rappels de SMS. Dans un pays comme le Sénégal, ils sont allés même loin. Une application permettait de recevoir un SMS vocal
qui vous rappelle les vaccins des enfants avec la voix d'une icône du pays. Quand je vous parle de SMS, je veux aussi vous parler de MMS. Alors, quand je vous parle de MMS, pour ceux qui ne savent pas, c'est le SMS multimédia. Il a été lancé en Afrique, mais n'a pas servi à grande chose. Pendant que le SMS permet jusqu'au jour d'aujourd'hui de recevoir des reçus de paiement, le MMS n'a réellement pas prospéré en Afrique. Pour la simple raison qu'on n'a pas réussi à l'adapter à nos réalités, pour la simple raison qu'on n'a pas réussi à l'adapter à notre quotidien, et pour la simple raison que cette technologie n'a pas été adoptée par nos populations. Alors, la question se pose. Quand on parle d'innovation, est-ce qu'on parle de technologie? Quand on parle d'innovation, est-ce qu'on parle d'application? Quand on parle d'innovation, est-ce qu'on parle d'usage? Quand on parle d'innovation, est-ce qu'on s'adresse à la population? Aujourd'hui, redéfinissons ce que nous appelons l'innovation. Et pour réussir cela, il faut qu'on arrive à changer de perception sur toutes nos difficultés. Tant qu'on décidera de résoudre les problèmes des Africains, ce qu'on fera sera adapté à nos réalités. Lorsqu'on décidera, par exemple en Afrique, de faire en sorte que les enfants aujourd'hui qui continuent à aller chasser des oiseaux dans les rizières puissent aller à l'école en trouvant une solution toute simple qui chasse les oiseaux sur les rizières, on aura résolu un problème et cela deviendra une opportunité pour chaque personne qui cultive du riz en Afrique et qui a besoin de mettre son enfant à l'école et ne pas le mobiliser dans la rizière. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour vous parler des technologies qui vont sur Mars et tout. Je suis là pour vous parler des technologies très simples et de nos réalités. Ne cherchons pas à réinventer le Facebook africain. On n'en a pas besoin. Nous avons trop de problèmes en Afrique pour chercher à recréer le Facebook africain. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à adapter le système bancaire traditionnel à la réalité de l'Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à adapter l'assurance à la réalité de l'Afrique. Aujourd'hui, l'assurance est beaucoup plus focalisée sur les incidents plutôt que sur de la prévention. Mais est-ce qu'on a vraiment cette culture de l'assurance? Mais comment est-ce qu'on peut réinventer l'assurance aujourd'hui en Afrique? Comment faire en sorte que l'Africain puisse souscrire à une assurance sans même se soucier de comment est-ce que je mobilise de l'argent pour souscrire à cette assurance? Alors, il faut étudier le quotidien de l'Africain. Comment est-ce qu'il gagne de l'argent? Comment est-ce qu'il scolarise ses enfants? Comment est-ce qu'il se soigne? Comment est-ce qu'il épargne? Comment est-ce qu'il va, par exemple, acheter sa marchandise chez le boutiquier du quartier? Je commence à toucher à un sujet qui est propre à l'Afrique, c'est l'informel. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'innovation, de créativité et ignorer l'informel. Il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir qu'est-ce qu'on crée et il faut savoir quel est l'objectif de ce qu'on crée. Est-ce qu'on doit s'adapter à nos réalités? Est-ce qu'on doit s'adapter à nos problématiques? Regardez par exemple une innovation que j'apprécie au Kenya qui permet par exemple de rendre le tracteur accessible à tous les cultivateurs. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter des tracteurs. Alors, ils peuvent juste, à partir d'une application sur le téléphone, réserver un tracteur pour 1 heure, 2 heures et 3 heures de temps de travaux. Donc, le tracteur arrive et il défriche pendant 1 heure, 2 heures et il paye juste pour ce temps de mobilisation du tracteur. Mais derrière cette start-up qui met à disposition ces tracteurs, a la capacité de mobiliser
énormément de données en termes de superficie, en termes de culture, en termes de temps de travail et créer derrière toute une machine d'inclusion financière, de crédit et de tout ce que vous pouvez imaginer. C'est très simple. On résout un problème précis, on essaye d'utiliser ce problème résolu pour créer de la valeur ajoutée. Je vais encore aller sur certains aspects. Je vais par exemple entrer dans l'agriculture. Dans l'agriculture, aujourd'hui, regardez toutes les difficultés que nous avons. On n'a pas réussi l'industrialisation de notre agriculture, mais il y a aujourd'hui la capacité de digitaliser tout ce process. On a cette capacité aujourd'hui de digitaliser tout ce process. Mais mieux, de mobiliser de la ressource, rien que dans ce secteur. Combien de personnes nous mobilisons dans chaque champ? Est-ce qu'on ne peut pas donner la possibilité à chaque cultivateur de mobiliser juste à partir de son téléphone des mains valides pour quelques heures dans son champ? Est-ce qu'on ne peut pas mobiliser une banque verte pour du financement de l'intra? Est-ce qu'on ne peut pas mobiliser des couloirs digitaux pour acheminer la marchandise? Il y a beaucoup d'innovations aujourd'hui qui sont tangibles et réelles et qui participent aujourd'hui à la digitalisation, mais aussi à l'automatisation de tout un process. Je suis dans l'agriculture, mais on peut aussi toucher à la sécheresse. Certaines startups aujourd'hui essayent de travailler sur ce qu'on appelle l'assurance indicielle. Comment est-ce que nous pouvons prédire, par exemple, la sécheresse et déclencher de manière automatique des subventions pour nos agriculteurs? C'est une approche aujourd'hui qui se fait avec du gros soutien étatique, mais aussi du soutien de certains partenaires privés, mais aussi de certains partenaires stratégiques. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. On a la possibilité aujourd'hui de concevoir des systèmes d'alerte précoces pour n'importe quel secteur d'activité et même pour l'humanitaire. Ce sont nos réalités et nous devons trouver des solutions pour chacune de ces difficultés. C'est un peu l'invitation que chacun de nous devra avoir. Alors, nous allons en fait donner cette capacité aux jeunes d'innover dans la finance. C'est le cas aujourd'hui. On se dit, en Afrique en général, le taux de bancarisation est très réduit. Certains ont réussi à trouver une voie pour créer tout ce que nous voyons aujourd'hui comme le mobile money. De manière progressive, ils sont arrivés sur de la banque digitale, ils sont arrivés sur de la microfinance, et tout ça se fait désormais via le téléphone. Mais je vais vous poser une question. Celui aujourd'hui qui a explosé dans le mobile money, je ne vais pas le nommer, on ne s'attendait pas à lui, mais il a explosé dans le mobile money. Il a une solution qui tourne avec l'Internet. Alors que, il y a quelques années, on se posait la question, est-ce que nous devons créer des applications pour la banque traditionnelle? Est-ce que nous devons créer des applications pour la banque mobile? Beaucoup sont restés sur du USSD, beaucoup sont restés sur du SMS, mais il y a quelqu'un qui est venu, qui a décidé, par exemple, de se dire, OK, je regarde comment fonctionne l'environnement, je regarde comment fonctionne la population, je commence par des choses très simples, du QR code, mais après, je bascule sur une application full Internet, et aujourd'hui, cela crée toute la différence. Donc, il y a des moments où on apprécie la culture, où on apprécie le comportement, mais où on se dit, accompagnons les usages pour que ces usages deviennent une réalité en introduisant de manière
régulière, de manière soft, une technologie progressivement qui va s'adapter, qui va s'adopter aussi par les populations. C'est ainsi qu'on a aujourd'hui des applications purement dans la médecine. On a des applications aujourd'hui qui permettent de prendre un rendez-vous chez un médecin. On a des applications qui permettent aujourd'hui de faire des pré-diagnostics directement sur des applications mobiles. On a des applications comme au Cameroun qui permettent par exemple de relier des malades à des cardiologues qui sont pour la plupart très reculés de certaines villes et de certains villages. Donc, ce n'est plus la population qui se déplace pour venir vers le système médical, mais c'est le système médical via la digitalisation, via la technologie, qui va aujourd'hui jusque dans les foyers et permettre à quelqu'un de déjà collecter des constantes et des informations médicales et les acheminer vers un cardiologue qui se trouve en ville. Cette innovation existe depuis 2011 et fait son chemin. J'ai longtemps discuté avec le fondateur et c'est aujourd'hui une réalité. Ce n'est qu'un exemple. Dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, on a aujourd'hui la possibilité, par exemple, d'utiliser la caméra du smartphone pour, par exemple, accélérer des diagnostics sur des mots qu'on a souvent sur certains malades. Ce sont des choses qui existent dans le domaine de la santé. Et c'est réel. Ce sont des applications, ce sont des technologies, ce sont pour la plupart des réutilisations de technologies frugales, comme par exemple de la collecte d'informations ou du suivi qui se fait par exemple via du SMS ou des téléphones. On a cette possibilité aujourd'hui de pouvoir donner des solutions réelles dans le domaine de la santé. Quand on regarde nos zones rurales, vous savez, pendant longtemps, on a parlé on a parlé du clivage qu'on a. Beaucoup ont parlé de la double appréciation numérique. On a aussi dit, dans les villes, on a une digitalisation qui n'a rien à voir avec cette digitalisation qu'on a dans nos villes et dans nos villages. Mais aujourd'hui, petit à petit, on commence à adresser des problèmes. On commence, par exemple, dans certains pays, à faire de la déclaration de naissance avec du téléphone portable. L'administration n'a pas besoin de se retrouver dans une zone reculée pour faire une déclaration de naissance. Cela a été un gros problème pour plusieurs pays africains. Il y a eu, par exemple, des cas où des enfants n'arrivent pas à être scolarisés parce qu'ils n'ont jamais eu de déclaration à la naissance, donc ils n'ont pas d'extrait de naissance. Mais des applications permettent aujourd'hui tout simplement, avec un téléphone portable de bas de gamme, de faire une déclaration de naissance. On commence à adresser des problèmes et trouver des solutions pour nos villages, pour nos villes. On a aussi réussi à mettre en place des couloirs digitaux pour la production. Pour, par exemple, remplacer ou accélérer le quotidien des pisteurs qui savent où se trouve la production, qui savent comment remonter l'information sur la production, qui savent comment remonter l'information sur le marché agricole, qui savent comment informer les cultivateurs lorsqu'il y a une période de sécheresse ou s'il y a une période favorable à, à une culture très spécifique. On arrive aujourd'hui même à collecter des informations sur la capacité d'un sol à produire un produit spécifique dans nos villages, dans nos villes. Et ça, pour moi, ce sont des solutions concrètes qui arrivent à changer le quotidien de nos populations. Lorsque ces solutions sont adaptées, lorsque ces solutions sont adoptées, pour moi, c'est le début de l'innovation. Après, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte parce qu'il faut aussi savoir mesurer ce qu'on appelle l'innovation. Si on n'arrive pas à mesurer l'innovation, toutes les choses qu'on n'arrive pas à mesurer d'ailleurs, on n'arrivera jamais à les faire évoluer. Et on commence justement à créer
une source de financement pour ces innovations. Je ne crois pas à cette capacité de financement de l'innovation africaine sur un modèle européen ou sur un modèle importé. C'est très difficile de réussir à financer l'innovation en Afrique si on se calque sur un modèle qui n'est pas le nôtre. Le financement de notre innovation en Afrique doit s'adapter et vraiment puiser son essence de notre culture, de notre réalité, parce que justement, cette innovation a besoin d'être financée. Mais en même temps qu'on demande du financement, ce que l'innovation doit démontrer, c'est sa capacité à se déployer sur le marché. On a très souvent des solutions intéressantes qu'on garde 10 ans sur des PowerPoint ou dans des tiroirs parce qu'on recherche du financement. On me dit très souvent, on ne peut rien faire sans du financement. Mais est-ce qu'on n'a pas cette possibilité, au moins de lancer cette solution et d'apprécier ce que le marché pense de cette solution, de regarder les usages, de remodeler les usages, de remodifier les usages et d'évaluer l'authenticité de cette innovation. Nous n'allons pas réussir à lever des fonds si la majorité de ce que nous appelons innovation reste sur des présentations ou reste sur des, des PowerPoint ou reste seulement à l'étape d'idée. Lorsque nous avons une idée, la première des choses, c'est de tutoyer cette idée et d'amener cette idée à tutoyer le marché. Parce que l'idée, mais aussi l'inspiration, a une date de péremption. Si vous avez une idée et que vous ne tutoyez pas cette idée pour la déployer via une application, une technologie ou une révolution d'usage sur un marché pour des utilisateurs, pour qu'ils apprécient cette innovation ou cette solution, vous n'allez jamais rentrer dans cette définition de l'innovation qui est notre capacité à changer le quotidien de nos populations. Il y a plusieurs exemples que je peux citer sur des innovations aujourd'hui, vraiment très simples, mais qui changent le quotidien des populations. Ce sont vraiment des innovations très simples. Regardez aujourd'hui, euh, lorsqu'on rentre dans le système éducatif, il y a de l'innovation. Lorsqu'on rentre aujourd'hui dans le secteur informel, il y a de l'innovation. On a tendance, dès qu'on arrive dans le secteur informel, on veut réinventer le secteur informel. On veut réinventer les codes du secteur informel. On ne réussira jamais à réinventer les codes du secteur informel. Ce sont nos applications, nos usages, nos idées qui doivent s'adapter au secteur informel. C'est le secteur où nous avons aujourd'hui la capacité de créer plusieurs innovations pour l'Afrique, sur la base du digital, sur la base des usages et sur la base aujourd'hui de tout ce que permet de faire l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies qu'on connaît. Je vais finir par, par, euh, par cette image. Cette image, en fait, c'est ce que nous vivons au quotidien. Regardez bien cette image. Vous verrez le chauffeur du taxi. Vous verrez le chauffeur du minibus. Vous verrez le pompiste, celui qui vend du carburant au chauffeur de taxi. Vous verrez des enfants qui empruntent le taxi. Vous verrez des enfants qui empruntent le bus. Vous verrez des femmes dès le matin qui commencent leurs activités. Vous verrez des boutiques qui s'ouvrent dans votre quartier. C'est ça notre quotidien. Et c'est ça que notre innovation doit adresser. Ce sont ces solutions que nous devons regarder. Ne pensons pas à réinventer le Facebook africain. Ce n'est pas notre combat. Notre combat se trouve dans le quotidien de nos populations et c'est ce que nous devons essayer de changer. Chaque jour, cette inspiration doit nous animer. Je vais finir par ce mot, le mot image.
Nous devons être l'image de notre société et de notre futur. L'image que nous voulons donner à notre futur. Pour ceux qui sont dans la créativité, dans l'innovation, pour ceux qui sont entrepreneurs, pour ceux qui créent des PME, pour les investisseurs, le fondamental, c'est notre réalité, notre image. Alors, cette image, le I comme innovation, le M comme la maîtrise de ce que nous faisons, mais de notre réalité, la maîtrise de notre réalité, de notre quotidien, de notre culture, la maîtrise de nos besoins, parce que très souvent, moi, je rencontre beaucoup de startups et je rencontre aussi beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'innovation, mais qui disent on n'a pas d'idée. Ça me fait toujours rire. Celui qui n'a pas d'idée, c'est qu'il n'a pas de problème. Alors qu'en Afrique, nous avons des problèmes. Et l'Afrique est riche de ces problèmes. Chaque problème d'un Africain est une idée d'entreprise. Le A du mot image comme authenticité, nous devons créer des choses authentiques, des choses qui arrivent à résoudre nos problèmes ici. Mais en même temps, nous devons nous dire que le chemin que nous empruntons, c'est un chemin où il faut avoir le courage, la rage de vaincre. Parce que ce n'est pas un chemin simple. Quand on décide d'innover, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, comme par exemple la conduite du changement, comme s'adapter, comme comprendre, comme s'aligner. Voilà. Pour moi, il faut avoir la rage de vaincre. C'est le G des images. Et pour finir, il faut tout faire en pensant au mot éthique. Lorsqu'on crée des solutions, on doit penser au mot éthique. Lorsqu'on crée des applications, on doit penser au mot éthique. Parce qu'en Afrique, l'innovation, la vraie, elle est durable. Et on ne peut pas parler d'innovation durable si on ne parle pas d'éthique, si on ne parle pas d'authenticité, si on ne parle pas de maîtrise. Et la maîtrise, c'est à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on maîtrise? Les effets secondaires, qu'est-ce qu'on maîtrise? La vente, qu'est-ce qu'on maîtrise? Le pricing, qu'est-ce qu'on maîtrise? L'adresse réelle du besoin. Voici des éléments aujourd'hui qui se retrouvent dans les produits de plusieurs startups aujourd'hui en Afrique qui continuent de faire leurs preuves et qui arrivent à résoudre chacun de nos problèmes. Non pas en allant chercher des problèmes ailleurs, mais en essayant d'abord de résoudre nos problèmes et de faire remonter cette résolution vers d'autres réalités qui partagent aussi nos cultures et nos besoins. Je vais m'arrêter là pour vous laisser le temps vraiment de revenir sur certains aspects. Je pourrais aussi, en fonction de vos questions, rentrer en détail sur certains sujets très spécifiques. J'apprécierais aussi avoir vos retours sur des aspects précis sur lesquels j'ai, par exemple, survolé le sujet, sur lesquels aussi je pourrais revenir avec des exemples concrets. Voilà, je vous remercie et je laisse la place à Ndeyawa éventuellement pour la suite du programme. Merci. Super, merci beaucoup, merci Florent, vraiment pour cette intervention extrêmement riche, visuelle, structurante et surtout stimulante. Merci pour la clarté, merci surtout pour les exemples aussi concrets parce que je pense que c'est l'objet même de ce webinaire, donner des exemples concrets qui prouvent vraiment ce que c'est que l'innovation et pourquoi on doit changer notre façon de voir l'innovation. En tout cas, le mot image va rester dans nos esprits. I comme innovation, M comme maîtrise de nos besoins, de nos enjeux, A comme authenticité, G comme la rage et E comme l'éthique. Merci encore une fois. Alors, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des participants qui voudraient prendre la parole pour poser une question à notre expert Florent? En tout cas, profitez-en, hein. Alors, je ne sais pas s'il y en a. Si vous avez la possibilité de lever la main, on vous donne la parole. Sinon, moi, j'aurais quelques questions que j'aimerais vous poser en attendant que
certains prennent la parole. Alors, à partir de quel moment un projet passe selon vous du statut d'idée intéressante à celui d'innovation crédible? Oh, on ne vous entend pas. Oui, vous avez en fait, dans la question, vous avez la réponse. OK? Donc, à quel moment une idée passe de l'étape d'idée à l'étape d'innovation crédible? Mhm, Voilà, le mot crédible est très important. Et aussi l'idée, ce qu'on doit savoir, c'est que l'idée est de libre parcours. Une idée est vraiment de libre parcours. mhm, C'est pas parce que j'ai une idée qu'en fait, je vais penser que cette idée va changer le monde. C'est pas possible. mhm, Donc, l'idée, en fait, elle doit prendre un sens. L'idée doit prendre un corps. Tant que votre idée n'a pas encore pris un corps, ou c'est pas encore donné un corps, vous n'avez pas encore donné une définition à votre idée. Et, et, et moi, j'aime bien le dire parce que une fois que votre idée prend corps, vous entamez en fait la première marche. mhm. Vous avez une idée, ok? Moi, je peux vous donner une idée que moi j'ai. Ouais. Je veux créer l'école qui n'est pas basée sur de la théorie, mais qui est basée sur l'expérience. L'école de l'expérience. L'école où on vient pour chaque chapitre, c'est une histoire qu'on raconte. Mhm, Mais tant qu'on ne rend pas ça tangible, ça restera une idée. Et ça va mourir en tant qu'une idée. mhm, Donc, il faut donner un corps à l'idée. Permettre à l'idée de se loger dans un corps. Pour moi, l'idée, c'est un souffle. Et ce souffle, il faut trouver un corps dans lequel on met ce souffle. Et alors, quand on commence à donner un souffle à l'idée, l'idée prend un corps, l'idée doit maintenant se mettre dans un environnement. mhm, OK? Je ne veux pas employer des termes trop compliqués. D'autres vont dire non, il faut faire un MVP. Oui, ça c'est le jargon. Mais je ne veux mhm, même pas utiliser le jargon aujourd'hui. mhm, L'idée doit normalement prendre un corps. Ce corps doit se retrouver dans un environnement dans lequel, en fait, il est censé vivre. Il doit apprendre. Un enfant, lorsqu'il naît, il apprend à vivre. Il fait des quatre pattes, il apprend en fait à marcher et tout. C'est ça l'idée. L'idée prend un corps, le corps épouse l'environnement. Le corps commence à prendre l'environnement. Le corps commence à comprendre l'environnement. OK? Donc là, votre produit ou bien votre application commence déjà à arriver sur le marché. Vous commencez à tester les usages. Et même, mhm, vous allez voir que certaines personnes vont détourner l'usage que vous aviez prévu pour votre produit. Vous allez même, vous allez vous dire, mais ce que je ne comprends pas, c'est que mon idée, au départ, je n'avais pas pensé mon idée comme ça. Mais c'est ça, en fait. C'est ça qui crée toute la différence. Et votre idée va commencer à marcher. Votre idée va commencer à avoir ses premiers clients. Mais vous allez commencer aussi à étudier l'usage. Vous allez voir comment vous allez vendre votre idée. Est-ce que votre idée arrive vraiment à résoudre un problème? Est-ce que votre idée arrive vraiment à être vendue? Est-ce que un utilisateur a recommandé votre idée à une autre personne? mhm. Quand vous commencez à être crédible, ce n'est pas vous qui exprimez que vous êtes crédible, c'est les autres qui manifestent et qui disent que vous êtes crédible. Donc, ces autres vont commencer à parler de votre produit. Ah, attention, j'ai essayé une solution. Apparemment, j'ai réussi à réaliser une chose qui était compliquée pour moi avant. Je n'arrivais pas peut-être à transférer de l'argent. Je n'arrivais pas peut-être à acheter un produit. Je n'arrivais pas à recevoir de l'argent. Je n'arrivais pas à me soigner. J'ai réussi à faire cela et j'en parle à quelqu'un d'autre. OK? Dans le jargon, on vous parlera du référol, on vous parlera de plein de choses. Je ne veux pas utiliser aujourd'hui de jargon. Je veux que chacun, à son niveau, puisse comprendre cela dans un langage très simple.
Est-ce que Mhm. quelqu'un a utilisé mon produit et l'a recommandé à quelqu'un d'autre? Ça veut dire que mon produit a déjà été conçu, je l'ai testé, je l'ai déployé sur le marché, j'ai regardé comment il fonctionne, j'ai réussi à le vendre à quelques personnes et je commence maintenant à faire en sorte que ce produit rentre dans le quotidien de nos populations. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Si Mhm. vous voulez que votre produit soit vraiment adopté, il faut qu'il rentre dans le quotidien. OK? Steve Jobs l'avait expliqué autrement. Il a dit, si quelqu'un achète votre produit une fois et qu'il ne revient plus, Mhm. c'est que vous avez raté quelque chose. Il doit l'acheter et acheter encore et à nouveau. Donc, vous commencez à rentrer dans son quotidien. Et il va commencer en fait à recommander votre produit à quelqu'un d'autre. Vous commencez à amorcer une innovation. C'est pourquoi, moi, je dis tout de suite, la première des choses, donnez un corps à votre idée qui est un souffle. Donnez un corps et mettez ce corps dans un environnement. Il va commencer à apprendre, à comprendre comment est-ce que l'environnement fonctionne, comment est-ce qu'il se comporte dans cet environnement. C'est pourquoi je dis, lorsque votre produit ou votre solution est pourri, ce n'est pas grave. Lancez votre produit. Mhm. Parce que si vous lancez votre produit et puis il est trop parfait, c'est que vous avez attendu trop longtemps pour le lancer. Vous lancez le produit quand il est encore pourri. Et c'est le marché qui va commencer à vous orienter sur comment vous devez harmoniser les usages du produit. Et c'est Mais comme ça que vous allez... est-ce qu'il n'y a pas un risque de crédibilité si on lance le produit pendant qu'il est très pourri, on va dire? Mais en général, quand on dit un produit pourri, c'est une seule fonctionnalité. Vous lancez Ok. une seule fonctionnalité. Une Mhm. fonctionnalité C'est de bout simple. en bout, voilà, qui Mhm. est parfaite. OK? C'est Oui. vrai que je dis un produit pourri, mais c'est une fonctionnalité. Vous vous Ah. concentrez sur une fonctionnalité, Mhm. vous, vous travaillez sur cette fonctionnalité de bout en bout. Mhm. OK? Et vous arrivez à clairement élaborer le parcours de bout en bout. Et Mhm. vous allez voir que ce parcours de bout en bout que vous avez élaboré, qui fonctionne très bien, Mhm. vous permettra d'apprécier le marché. Super, c'est très très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Nous arrivons bientôt à la fin de ce premier webinaire. Sinon, il y a une autre question qui est quand même, je pense, pertinente parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de technologie. Il y a beaucoup de technologies qui sortent, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Mais peut-on innover aujourd'hui sans technologie? Et où l'innovation est-elle devenue forcément technologique? Parce qu'aujourd'hui, toutes les solutions qu'on voit innovantes, on voit que c'est tellement lié à la technologie qu'on se demande maintenant, est-ce qu'on peut innover sans technologie? Ça, c'est une excellente question. C'est une excellente question. Moi, je dirais aujourd'hui, la technologie accélère en fait l'innovation. Mais vous savez, on a des produits aujourd'hui qui ont explosé en tant qu'application digitale, alors que quelques années avant, c'était juste un QR code qu'on imprimait sur une feuille. Et ce QR code a permis à plusieurs personnes d'utiliser ce produit. Et jusqu'à ce que quelques années après, ce produit devienne en plus une application. Donc, pour moi, c'est vraiment une accélération Mhm. et je parlerai d'une approche hybride et d'une approche vraiment où on... En fait, votre question touche à un élément précis. Un élément précis, parlons des clients. Mhm. On se dit souvent, je connais mon client. Non, on ne connaît pas son client. On connaît des segments de ma communauté de clientèle. Et ces segments-là doivent nous orienter vers les différentes facettes qu'on donne aux produits. Mhm. Tout le monde parle aujourd'hui d'un produit inclusif. On parle d'une application inclusive. On parle d'un produit inclusif. Et après, on se pose la question, si mon produit est inclusif, est-ce qu'il doit être full digital ou bien est-ce qu'il doit
ne même pas être une technologie? Est-ce que je peux commencer autrement et après accélérer ce produit par la technologie? Est-ce que je peux agencer les deux? Est-ce que je peux faire en sorte que l'humain intervienne dans le produit? Ou bien est-ce que le produit peut être full IA pour ne même pas que Mhm. l'humain intervienne? Cela dépend de notre culture, de notre réalité. Mhm. OK? Vous savez, on a des populations à qui, lorsque vous donnez un produit qui est full digital, ils vous diront, moi je veux voir un homme ou bien je veux voir une femme. Je veux parler à un humain Mhm. parce que c'est la culture. Ça touche aussi à la culture du changement. Donc, pour répondre à votre question, Oui. on ne peut pas seulement utiliser la technologie pour en faire le seul moyen de créer de l'innovation. On Mhm. peut créer de l'innovation dans les usages, même dans la disposition d'un bureau, même dans le processus, on peut créer de l'innovation. Ça n'a rien de, ça n'a Ouais. rien de technologique, ok? Et l'innovation n'est pas que technologique. Moi, je définis plus l'innovation sur l'usage, l'usage. Et maintenant, qu'est-ce qui facilite cet usage? Ça, c'est autre chose. La Mhm. technologie peut faciliter l'usage, l'IA peut faciliter l'usage, et puis voilà. Donc, pour moi, ça vient après. Mais la première des choses, c'est l'usage. Qu'est-ce qu'on fait de l'usage? Comment le client perçoit notre solution et comment on conçoit notre solution pour ce client-là. Excellent, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je pense que on va clore ce webinaire, mais surtout le plus important que c'est que nous repartons tous avec une réflexion beaucoup plus exigeante sur l'innovation, non pas comme un mot à la mode, parce que tout le monde parle de l'innovation, mais vraiment comme une transformation mesurable et stratégique, et surtout définir l'innovation au niveau de l'usage, pas seulement la technologie ou le produit. Donc, merci encore, Florent, pour Merci. ta disponibilité, pour toutes ces informations partagées avec autant de générosité. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Vous avez été nombreux et nous espérons vraiment que vous serez avec nous pour les autres sessions de cette série de webinaires et surtout, nous vous invitons à la finale qui se déroulera le 11 et le 12 mai 2026 des Africa Innovation Awards. Merci encore une fois et nous vous invitons à aller sur le site web directement pour avoir toutes les informations sur ce programme, ce forum et bien naturellement comment va se passer la finale. Au revoir et on vous dit à très bientôt. Au revoir, Florent. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci, frère. Au revoir.